Princeton, New Jersey. 3 mars 2017. Une après-midi grise et froide, 62 ans après la mort d'Albert Einstein en 1955. Une famille juive américaine vit dans une maison modeste à proximité de l'université de Princeton, le même lieu où Einstein lui-même avait passé ses dernières années. La maison appartient à Michael et Rachel Rothschild. Michael travaille comme informaticien. Rachel est infirmière. Ils ont 2 enfants. La première, Sarah, a 17 ans et rêve de devenir musicienne. Le second est David, un petit garçon de seulement 5 ans, un enfant ordinaire qui aime jouer avec des blocs de construction et regarder des dessins animés. Ce jour du 3 mars 2017, rien ne semblait prédire les événements extraordinaires qui allaient suivre. David est dans le salon, construisant une tour de blocs de construction quand il s'arrête soudainement. Sa mère Rachel est dans la cuisine en train de préparer le dîner. Son père Michael est au travail, ne rentrera pas avant plusieurs heures. David reste immobile pendant plusieurs minutes, regardant fixement son bloc dans ses mains. Puis, lentement, il pose le bloc et lève les yeux vers sa mère. Rachel, qui le surveille depuis la cuisine, sent quelque chose d'étrange se passer. L'expression du visage de David a changé. Ses yeux, qui étaient innocents il y a quelques instants, portent maintenant une profondeur et une sagesse qui ne devraient absolument pas être présentes dans les yeux d'un enfant de 5 ans. David se lève de son tapis de jeu et marche lentement vers sa mère. Son allure a changé aussi. Il ne marche plus comme un enfant. Il marche avec une certaine dignité, une certaine intention, comme si quelque chose ou quelqu'un d'autre contrôlait maintenant son petit corps. « Maman ?» dit David d'une voix qui sonne soudainement plus âgée, plus grave, avec une légère trace d'accent allemand que le petit garçon n'a jamais possédé auparavant. « Je dois te parler de quelque chose de très important. » Rachel sent son cœur s'accélérer. Elle pense d'abord que c'est une imitation qu'il a apprise à l'école maternelle. « Oui, mon amour, » dit-elle en s'approchant de lui. David la regarde intensément. « Tu dois m'écouter très attentivement. La théorie de la relativité générale que j'ai développée en 1915 contient une erreur fondamentale. Je l'ai découverte en mourant. Et depuis 62 ans, j'ai attendu l'opportunité de revenir et de la corriger. Maintenant que je suis revenu dans ce corps, j'ai très peu de temps. Je dois écrire les équations correctes avant que les souvenirs ne s'effacent. » Rachel se sent étourdie. Elle s'assoit sur une chaise près de David. « Mon trésor, d'où tiens-tu tout ça ?» dit-elle d'une voix tremblante. David la regarde avec une émotion complexe dans ses yeux, un mélange de compassion et d'urgence. « Je sais que cela doit être difficile à comprendre pour toi, mais crois-moi quand je te le dis, je suis Albert Einstein. Je ne suis pas fou, je ne suis pas en train de prétendre. Je suis revenu. » Rachel appelle immédiatement son mari Michael au travail. Elle lui demande de rentrer à la maison le plus tôt possible. Elle dit que quelque chose d'étrange se passe avec David. Michael, ayant déjà quitté le travail 1 heure avant son départ prévu après avoir reçu cet appel paniqué de sa femme, arrive à la maison dans un état de confusion totale. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il en entrant par la porte d'entrée. Rachel le prend par la main et le tire dans le salon. David est assis au milieu du tapis de jeu, exactement où il était avant. Mais son expression reste celle de ce vieil homme sage. Michael voit immédiatement que quelque chose ne va pas. Son fils a une expression que Michael n'a jamais vue auparavant. Michael s'agenouille devant David. « Fils, qu'est-ce qui ne va pas ?» David le regarde et dit calmement « Papa, je dois t'expliquer quelque chose. Je suis Albert Einstein. Ma dernière incarnation s'est terminée le 18 avril 1955 à l'hôpital de Princeton. Mais avant de mourir, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que ma théorie de la relativité générale, bien que révolutionnaire et en grande partie correcte, contenait une lacune critique. Une lacune qui pourrait potentiellement être exploitée pour créer des armes de destruction extrêmement puissantes. Et j'ai décidé dans mes pensées finales que je devais revenir et corriger cette erreur avant que l'humanité ne se détruise elle-même avec mes propres équations. Michael regarde sa femme Rachel avec les yeux écarquillés. « C'est impossible, » dit-il. « David joue un prank. Il a dû apprendre ça à l'école. » Rachel secoue la tête. « Non. J'étais avec lui toute la journée.
Il n'y a pas eu de moment où il aurait pu regarder quelque chose sur Internet ou à la télévision. Et regarde ses yeux, regarde comment il parle. Ce n'est pas notre fils, pas en ce moment. Michael s'assoit par terre, essayant de traiter ce qu'il entend. David continue à parler calmement. Je sais que c'est difficile à accepter. Dans ma dernière vie, si on m'avait dit que je pouvais revenir comme enfant pour corriger une erreur monumentale, je n'aurais pas cru à cela non plus. Mais je dois vous faire confiance. Et vous devez me faire confiance, parce que ce qui se passe maintenant pourrait être la chose la plus importante que le monde ait jamais expérimentée. David demande à ses parents du papier et un stylo. Michael va au bureau et rapporte un bloc-notes et plusieurs stylos. David s'assoit à la table basse du salon et commence à écrire. Ce qui se passe ensuite choque complètement Michael et Rachel. David écrit pendant 1 heure d'affilée sans s'arrêter. Les petits doigts de 5 ans du garçon courent sur le papier avec une rapidité et une précision impossibles. Il écrit en allemand d'abord, puis en anglais, puis revient à l'allemand. Il dessine des diagrammes complexes. Il écrit des symboles mathématiques que Rachel et Michael ne reconnaissent même pas. Certains des symboles semblent être des inventions propres, des notations que David crée apparemment au fur et à mesure qu'il progresse dans son travail. Quand David se termine enfin, il met le stylo vers le bas et s'effondre contre le dossier de la chaise comme s'il était complètement épuisé. Des sueurs perlent sur son front. Son regard devient soudain moins intense, plus flou. « Maman !» murmure-t-il d'une voix qui sonne à nouveau presque normale, comme celle d'un enfant de 5 ans. « Je suis fatigué. Est-ce que je peux aller me coucher ?» Rachel échange un regard avec Michael. Puis, elle soulève David et le porte jusqu'à sa chambre. Elle le met au lit et le borde sous la couette. David s'endort instantanément, son petit visage reposant paisiblement sur l'oreiller. Rachel et Michael restent dans le salon cette nuit-là, examinant les pages que David a écrites. Ils essaient de lire les équations. Ils essaient de comprendre les diagrammes. Mais c'est complètement incompréhensible pour eux. Michael, ayant une certaine formation en informatique et en mathématiques de niveau universitaire, reconnaît que certaines des notations mathématiques sont brillantes et sophistiquées, mais au-delà de sa compréhension. Rachel regarde les pages avec une sorte de crainte religieuse. « Si ce qu'il dit est vrai, murmure-t-elle, alors nous tenons littéralement les clés pour comprendre l'univers entre nos mains. » Michael acquiesce. « Et si ce n'est pas vrai, répond-il lentement, alors notre fils a une imagination extraordinaire, où il y a quelque chose de gravement mal chez lui. L'un ou l'autre est terrifying. » Le lendemain matin, David se réveille comme d'habitude, un enfant normal de 5 ans. Il demande ses céréales pour le petit déjeuner. Il dessine à la table. Il chante une chanson enfantine qu'il a apprise à l'école. Il ne montre aucun souvenir des événements de la veille. Quand Michael lui demande « David, te souviens-tu de quelque chose de spécial qui s'est passé hier ?» David réfléchit longtemps, puis secoue la tête. « Non, papa. J'ai juste joué et ensuite j'ai dormi. C'est tout. » Michael sent un frisson parcourir son corps. Son propre fils n'a aucun souvenir conscient des événements extraordinaires de la nuit précédente. Michael prend les pages que David a écrites et se dirige vers l'université de Princeton. Il a un ami là-bas, un professeur de physique théorique du nom de Robert Chen, qui enseigne à l'université depuis 15 ans. Michael et Robert se connaissent depuis le lycée. Robert est maintenant un physicien respecté, bien qu'il ne soit jamais devenu aussi célèbre que certains de ses collègues. Michael le contacte et demande s'il peut venir à son bureau. Robert accepte, curieux de savoir ce que Michael voudrait discuter. Quand Michael arrive au bureau de Robert avec les pages, il explique la situation de la manière la plus rationnelle possible. Robert écoute le récit de Michael avec un mélange de scepticisme et d'intérêt. Il regarde les équations. Et alors, sans qu'aucune parole ne soit prononcée, le visage de Robert pâlit graduellement. Il met ses lunettes et relit les équations encore et encore. Finalement, il met les papiers vers le bas sur son bureau et regarde Michael avec des yeux qui sont remplis de confusion et d'émerveillement. « Michael, d'où ton fils a-t-il obtenu cela ?» demande Robert d'une voix tremblante.
Michael explique à nouveau la situation en donnant les détails complets. Robert écoute, puis se lève et marche jusqu'à la fenêtre de son bureau qui donne sur le campus de Princeton. « Je dois te montrer quelque chose », dit enfin Robert. Il se tourne vers son ordinateur et tape rapidement. Puis il tourne l'écran vers Michael. À l'écran se trouve un article scientifique publié en 1954, un an avant la mort d'Einstein. C'est un article dans lequel Einstein discute de certains problèmes théoriques non résolus dans sa théorie de la relativité générale. Et cet article énumère précisément les types d'erreurs que ton fils a documentés dans ses équations. Michael regarde l'article, puis regarde Robert. « Tu veux dire que Einstein savait déjà qu'il y avait des erreurs ?» Robert acquiesce. « Je crois qu'Einstein a beaucoup réfléchi à la correction de ces erreurs avant sa mort. Mais peut-être n'a-t-il pas eu le temps. Et peut-être que ce que ton fils a écrit est effectivement la solution que Einstein cherchait. » Michael rentre à la maison dans un état de choc. Cette nuit-là, il et Rachel parlent longuement. Ils discutent de la possibilité que David soit vraiment habité par quelque chose d'extraordinaire, ou que David soit un savant autiste extraordinaire qui a d'une manière ou d'une autre développé une compréhension intuitive de la physique théorique avancée, ou qu'il y ait une explication entièrement différente. Ils décident de documenter minutieusement tout ce qui se passe avec David, chaque transe, chaque équation, chaque message. Et il décide de contacter d'autres experts pour obtenir du conseil. 3 semaines plus tard, les transes de David deviennent plus fréquentes. Elles commencent à se produire 2 ou 3 fois par semaine. Et à chaque fois, David écrit des pages et des pages d'équations mathématiques complexes. Les contenus des équations varient. Parfois, il écrit sur la nature de la gravité. Parfois, il écrit sur la structure de l'espace-temps. Parfois, il écrit sur ce qu'il appelle la théorie des cordes unifiées, un concept que les physiciens modernes explorent, mais qui n'existait certainement pas dans les travaux d'Einstein. Et chaque fois, quand David revient à la conscience, il ne se souvient de rien. Michael et Rachel font venir Robert à leur maison pour observer David lors d'une de ses transes. Ce qui se produit répond à tous les doutes que Robert pourrait avoir. Il observe David, un petit garçon ordinaire, entrer en transe. Il observe les yeux de David changer. Il observe la posture de David changer. Et puis il observe David écrire des équations qui, selon Robert, sont parmi les plus brillantes et les plus significatives qu'il ait jamais vues. Quand c'est fini, Robert est convaincu. « Quoi que ce soit qui se passe avec ton fils, dit-il à Michael, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que le monde scientifique doit connaître. » Robert contacte ses collègues à Princeton. Il organise une réunion privée. Il montre les équations de David à une demi-douzaine des plus grands physiciens théoriques du monde. Leurs réactions sont universellement les mêmes. C'est impossible. C'est impossible, mais c'est réel. Ces équations sont brillantes, c'est du génie pur. Où est-ce que tu as obtenu cela ? Il demande. Robert raconte l'histoire complète. David, l'enfant de 5 ans. Les transes, les équations écrites automatiquement. La revendication que David est la réincarnation d'Albert Einstein. Les physiciens échangent des regards. Ils ne savent pas s'ils devraient rire ou pleurer ou faire une autre chose. Finalement, l'un des physiciens, une femme du nom de Dr Lisa Martinez, propose une idée. Nous devons documenter cela scientifiquement. Nous devons mettre en place une série de tests rigoureux. Nous devons inviter David au laboratoire et observer le phénomène dans des conditions contrôlées. Les autres physiciens acquiescent. Michael et Rachel, après une longue discussion, acceptent de permettre aux physiciens d'étudier David. Mais ils insistent sur le fait que David doit rester libre de toute contrainte ou stress psychologique. Ils veulent que David vive une vie aussi normale que possible. En mai 2017, David est amené au laboratoire de physique théorique de l'université de Princeton. Il y a une grande salle confortable aménagée pour lui. Il y a des jouets, des livres, des crayons et du papier. Il y a une douzaine de physiciens dans la pièce à côté, observant à travers un verre de séparation. Michael et Rachel sont avec David pour le rassurer. Ils attendent. Et puis, après environ 1 heure,
David entre en transe. C'est comme regarder quelque chose d'extraordinaire. Le physicien dans la pièce à côté retiennent collectivement leur souffle. David s'endort d'abord, sa tête tombant sur son petit bureau. Puis, après quelques minutes, il se réveille. Ses yeux ont changé. Il porte cette profondeur et cette sagesse que tous les physiciens reconnaissent maintenant. David se lève et marche lentement vers le tableau blanc dans la salle. Il prend un marqueur. Et ensuite, pendant 4 heures d'affilée, sans s'arrêter, David écrit. Il remplit un tableau blanc après l'autre de son écriture mathématique. Les symboles coulent de ses mains. Les équations prennent forme, comme si elles existaient déjà quelque part, et qu'il ne faisait que les transcrire du monde intangible vers le monde matériel. Ce qu'il écrit les stupéfait tous. Ce n'est pas seulement une correction des équations de la relativité générale. C'est une compréhension entièrement nouvelle de la nature de la réalité elle-même. Les équations suggèrent que l'espace et le temps ne sont pas les entités fondamentales que Einstein les a supposées être. Au lieu de cela, ils sont des manifestations d'une réalité sous-jacente plus profonde, une réalité que les équations de David décrivent. C'est presque comme si Einstein, dans sa dernière vie, avait entrevu cette réalité plus profonde, mais n'avait jamais pu la formuler complètement en équations. Et maintenant, à travers David, ces équations émergent, complètement formées. Finalement, David s'arrête. Il pose le marqueur. Il s'effondre contre le tableau blanc comme s'il était extrêmement fatigué. Les physiciens qui l'observent se précipitent dans la salle pour s'assurer qu'il va bien. David reprend lentement conscience. Il regarde autour de lui, confus. « Où suis-je » demande-t-il, sa voix redevenant celle d'un petit garçon. Sa mère Rachel le prend immédiatement dans ses bras et le console. David regarde les tableaux blancs couverts de ses propres équations sans aucun souvenir de les avoir écrites. « Pourquoi y a-t-il tant d'équations » demande-t-il innocemment. Les physiciens dans la pièce à côté sont assis en silence total. Aucun d'eux ne sait quoi dire. Finalement, Dr Lisa Martinez parle. C'est cela. C'est ce que nous cherchions depuis des décennies. C'est la théorie unifiée. C'est la théorie qui pourrait unifier la mécanique quantique et la relativité générale. C'est peut-être la chose la plus importante jamais écrite. Les nouvelles du phénomène de David commencent à se répandre dans la communauté scientifique. D'abord lentement par des conversations privées entre les physiciens. Mais puis, en juin 2017, un article paraît dans Science Magazine. Le titre est spectaculaire. Le génie revient. Un enfant canadien écrit des équations qui changent notre compréhension de l'univers. L'article raconte l'histoire de David sans mentionner la réincarnation au début. Mais même sans ce détail, l'article est suffisant pour créer un scandale dans le monde scientifique. Les physiciens du monde entier commencent à examiner les équations de David. Des conférences sont organisées, des articles sont écrits, des débats ont lieu sur la validité des équations. Mais progressivement, il y a un consensus qui émerge. Les équations de David sont correctes, elles sont brillantes, elles pourraient potentiellement révolutionner notre compréhension de la physique. Et personne ne sait comment un enfant de 5 ans a pu les écrire. Les théories abondent. Peut-être que David est un enfant prodige extraordinaire. Peut-être que David a un accès à l'inconscient collectif humain. Peut-être que David est vraiment habité par l'âme d'Albert Einstein. Peut-être que c'est quelque chose d'entièrement nouveau que la science n'a pas de catégorie pour. En juillet 2017, Robert organise une conférence de presse à l'université de Princeton. Michael et Rachel y assistent avec David. Les caméras sont partout. Les journalistes de tout le monde sont présents. Robert présente les équations de David au monde. Il explique le phénomène, et puis David est amené sur scène. Le petit garçon de 5 ans, vêtu simplement, se tient entre ses parents et regarde la foule des journalistes. Un journaliste pose une question. « David, que ressens-tu quand tu écris ces équations ?» Et à ce moment-là, David entre en transe. Ses yeux changent, et David commence à parler avec la voix qui ne devrait pas appartenir à un enfant de 5 ans. Quand j'écris ces équations, dit-il en anglais, avec cet accent allemand léger que les physiciens ont appris à reconnaître. Je me souviens d'être un vieil homme. Je me souviens de la Suisse. Je me souviens de Berlin avant la guerre. Je me souviens de Princeton.
Je me souviens du moment où j'ai découvert pour la première fois la théorie de la relativité spéciale en 1905. Je me souviens de la joie et de la terreur que j'ai ressentie en réalisant que EMC2. Je me souviens d'avoir reçu le prix Nobel. Je me souviens de l'exil en Amérique. Je me souviens de la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens de la création de la bombe atomique. Et je me souviens de mon regret le plus profond. Je me souviens de mourir en sachant que mes équations pouvaient potentiellement être utilisées pour détruire le monde. Et je me souviens d'avoir prié que si j'avais jamais la chance de revenir, je pourrais corriger mes erreurs. Je pourrais écrire les équations correctes. Je pourrais donner au monde non seulement les clés pour comprendre l'univers, mais aussi les clés pour vivre en harmonie avec l'univers. Et c'est pourquoi je suis revenu. La salle de conférence de presse est complètement silencieuse. Les journalistes ne savent pas s'ils devraient continuer à prendre des photos ou simplement écouter. Michael regarde son fils avec une émotion complexe. Rachel a les larmes aux yeux. Robert se tient à côté de David, observant avec admiration. David continue à parler. Pendant la conférence de presse, pendant plus d'1 heure, David parle de sa vie d'Einstein. Il parle de ses triomphes scientifiques. Il parle de ses regrets personnels. Il parle de son mariage avec Elsa. Il parle de ses relations compliquées avec ses enfants. Il parle de son exil politique. Il parle de son désir profond que ses découvertes scientifiques soient utilisées pour le bien de l'humanité, pas pour sa destruction. Il parle de la responsabilité des scientifiques de considérer les implications éthiques de leur travail. Et puis, aussi soudainement qu'elle a commencé, la transe se termine. David s'effondre dans les bras de sa mère, complètement épuisé. Les conséquences de cette conférence de presse sont immédiates et monumentales. Les vidéos de David parlant avec la voix et l'accent d'Einstein deviennent virales sur Internet. Les articles sont écrits. Les théories abondent. Certains pensent que c'est une fraude élaborée. Certains pensent que David est vraiment réincarné Albert Einstein. Certains pensent que c'est une manifestation de quelque chose que la science ne comprend pas encore. Les théologiens, les philosophes, les mystiques, tout le monde a une opinion. Les universités du monde entier demandent à faire des tests sur David. Harvard demande, MIT demande, Caltech demande. Les universités en Europe, en Asie, demandent. Mais Michael et Rachel refusent de soumettre David à trop d'études. Nous voulons qu'il soit un enfant normal autant que possible, insiste-t-il. L'objectif n'est pas de transformer David en laboratoire vivant. L'objectif est de transmettre le message qu'il porte. Et quel est ce message exactement ? C'est la question que tout le monde pose. Les équations de David sont une chose. Mais qu'est-ce qu'elles signifient ? Qu'est-ce qu'elles impliquent ? Pendant l'été 2017, David a une série d'autres transes. Et pendant ces transes, en plus d'écrire des équations, David écrit également des essais philosophiques, des essais sur la nature de la réalité, des essais sur la conscience, des essais sur le rôle des scientifiques dans la société, des essais sur la moralité et l'éthique, des essais sur l'avenir de l'humanité. Voici des extraits de certains de ces essais. De l'essai intitulé « Science et conscience ». La physique est souvent considérée comme une discipline purement objective, sans valeur. Mais c'est une illusion. Chaque découverte scientifique a des implications morales. Chaque équation peut être utilisée pour créer ou pour détruire. Et donc, tout scientifique véritable doit également être un philosophe moral. Il ou elle doit considérer non seulement comment quelque chose fonctionne, mais aussi si c'est juste de le découvrir et si c'est juste de l'utiliser. De l'essai intitulé « Le paradoxe de la connaissance ». Plus nous comprenons l'univers, plus nous réalisons comment peu nous comprenons réellement. Chaque réponse conduit à 1000 nouvelles questions. Et c'est beau, c'est l'essence même de la science. Ne pas arriver à des réponses finales, mais continuer à poser des questions plus profondes, plus vraies, plus profondément enracinées dans la réalité fondamentale. De l'essai intitulé « Vers une humanité unifiée », les équations que j'ai écrites ne décrivent pas seulement comment l'univers physique fonctionne. Elles décrivent également comment tous les êtres conscients dans l'univers sont connectés. Aucun d'entre nous n'est vraiment séparé. Aucun d'entre nous n'est vraiment isolé.
Nous sommes tous des manifestations d'une réalité unique, d'une conscience unique. Et si nous pouvions vraiment comprendre cela, si nous pouvions vraiment internaliser cette vérité, nous ne serions jamais capables de nous faire la guerre. Nous ne serions jamais capables de nous dominer les uns les autres. Nous ne serions jamais capables de nous détruire les uns les autres, parce que nous comprendrions que nous nous détruisons nous-mêmes. Ces essais, combinés aux équations mathématiques, créent un tableau complet. C'est non seulement une révolution scientifique, mais aussi une révolution philosophique. C'est un appel à l'humanité pour repenser complètement sa relation à la science, à la technologie et les uns avec les autres. En septembre 2017, 6 mois après le début des trans de David, quelque chose de nouveau se produit. David commence à créer ce que les physiciens appellent l'équation finale. Pas une seule équation, mais une série d'équations interconnectées qui résument complètement la compréhension révisée de la réalité physique. Ces équations ne décrivent pas seulement comment l'univers fonctionne. Elles semblent contenir également des informations sur comment les êtres humains devraient vivre, comment la société devrait être organisée, comment les ressources devraient être distribuées, comment les conflits devraient être résolus. C'est comme si David, ou plutôt l'entité qui parle à travers David, comprenait que la physique n'est pas séparée de la morale, que la science n'est pas séparée de la philosophie, que l'objectif ultime de la compréhension scientifique est de créer une société meilleure, plus juste, plus aimante. L'équation finale fait 180 pages. Elle est écrite à la fois en mathématiques et en prose philosophique. Elle contient des diagrammes, des illustrations, des explications. Et à la fin de ces 180 pages, David écrit une conclusion. La conclusion est adressée directement à l'humanité. La voici, en partie. À l'humanité, au moment critique de son histoire. Vous tenez maintenant les clés pour comprendre la structure fondamentale de la réalité. Avec cette compréhension vient une responsabilité immense. Vous pouvez utiliser cette compréhension pour créer une civilisation où personne ne souffre, où les ressources sont partagées équitablement, où chaque personne a l'opportunité de réaliser son potentiel complet. Ou vous pouvez utiliser cette compréhension pour créer des armes si puissantes que vous vous autodestruisez complètement. Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, ce qui se passe sur votre petite planète n'est pas isolé. Ce qui se passe ici affecte le tissu même de l'univers. Et il y a des forces cosmiques qui regardent. Il y a une conscience universelle qui observe, et elle attend de voir quel choix vous faites. Si vous choisissez la sagesse, la compassion et l'amour, alors vous rejoindrez une communauté galactique d'êtres qui ont fait le même choix. Si vous choisissez la violence, l'avidité et la haine, alors vous vous isolerez et vous finirez par vous détruire. C'est aussi simple que cela. L'équation de votre vie est celle-ci. Conscience, plus responsabilité, plus amour, plus évolution. Manquez l'une de ces 3 composantes et vous finirez dans l'autodestruction. C'est la dernière leçon que je peux vous donner. Faites-en ce que vous voulez. Après avoir écrit l'équation finale, David s'effondre complètement. Il reste inconscient pendant 3 jours. Ses parents et les médecins sont extrêmement inquiets. Il y a des craintes que David ait subi une sorte de dommage neurologique. Mais quand il se réveille, finalement, il est physiquement en bonne santé. Il est simplement complètement fatigué, comme s'il avait donné tout ce qu'il avait à donner. Et alors commence le processus de l'oubli. Graduellement, semaine après semaine, David commence à perdre les souvenirs de ses transes. Le premier à partir, c'est la compréhension des équations mathématiques complexes. Puis partent les souvenirs des conversations, puis partent les souvenirs des essais philosophiques. Puis disparaissent même les souvenirs fragmentaires de la voix d'Einstein parlant à travers lui. En décembre 2017, 6 mois après le début des trans, David ne se souvient de rien. Il est redevenu un enfant ordinaire de 6 ans, jouant avec des Legos et regardant les dessins animés. Mais le monde a changé à jamais. Les équations de David ont été publiées dans les plus grandes revues scientifiques. L'équation finale a été distribuée gratuitement à chaque université, à chaque institut de recherche, à chaque gouvernement. Elle a été traduite en plus de 100 langues.
Elle a été étudiée par des millions de scientifiques et de penseurs. Et progressivement, graduellement, l'humanité a commencé à changer sa façon de penser à la science et à la technologie. Les gouvernements mondiaux se sont réunis pour discuter de la responsabilité éthique des scientifiques. Une nouvelle branche de la science, l'éthique quantique, a émergé. Les universités ont commencé à inclure des cours de philosophie morale dans leurs programmes d'études scientifiques. Les entreprises technologiques ont commencé à considérer les implications éthiques de leurs innovations, pas parfaitement et certainement pas universellement. Mais il y a eu un changement palpable vers une plus grande conscience, une plus grande responsabilité. En 2024, David est maintenant un garçon de 12 ans. Il est intelligent, certainement. Il a reçu une excellente éducation. Il comprend la physique à un niveau avancé pour son âge. Mais il n'est pas génie surnaturel. Il ne possède pas la capacité à écrire les équations que l'entité qui parlait à travers lui écrivait. Lui-même, interrogé sur ses expériences extraordinaires d'enfance, dit qu'il les considère un peu comme un rêve. « Je sais que c'est arrivé, dit-il. J'ai vu les vidéos. J'ai lu les articles, j'ai vu les équations, mais je ne peux pas prétendre que je me souviens vraiment de l'avoir écrit. C'est comme regarder la vie de quelqu'un d'autre. Mais je crois que quoi qu'il se soit passé, il y avait une raison. Je crois qu'une partie de moi, même si je ne me souviens pas consciemment, comprend l'importance de ce qui s'est passé. Et je suis honoré d'avoir pu être un instrument pour que ce message soit livré au monde. » L'impact des équations et des essais de David continue de se faire sentir. La Fondation Albert Einstein International a été établie, dédiée à l'étude non seulement des équations que David a écrites, mais aussi de leurs implications philosophiques et éthiques. L'Institut Einstein pour l'éthique scientifique a été créé à Princeton, directement adjacent à l'université où Einstein lui-même avait passé ses dernières années. Des prix ont été établis en nom de David pour récompenser les scientifiques qui intègrent l'éthique morale dans leurs recherches. En 2025, en commémoration du 70 anniversaire d'Einstein, calculé à partir de son année de naissance en 1879, une grande cérémonie a été organisée à l'université de Princeton. Des scientifiques du monde entier y ont assisté. David y a assisté aussi. Maintenant adolescent de 13 ans, il a marché sur le campus où les équations que l'entité à travers lui avait écrites avaient complètement révolutionné la pensée scientifique. Robert Chen, maintenant directeur de l'Institut Einstein pour l'éthique scientifique, a pris la parole lors de la cérémonie. « Je travaillerai le reste de ma vie à essayer de comprendre complètement les implications des équations que David a écrites, dit-il. Et même alors, je suis certain que je ne vais saisir que la fraction du génie qui a coulé à travers ce petit garçon. Que ce soit la réincarnation d'Albert Einstein ou quelque chose d'entièrement nouveau que nous n'avons pas de catégorie pour comprendre, peu importe. Ce qui compte, c'est que le message a été livré, et ce message a changé le monde. David, maintenant plus âgé, a été invité à prendre la parole à la cérémonie. Il a monté sur le podium une silhouette maigre contre le grand amphithéâtre rempli de scientifiques. Il a commencé à parler. Je ne sais pas avec certitude si j'étais vraiment Einstein réincarné. Je ne sais pas avec certitude quelle était la source de ces équations extraordinaires, mais j'ai réfléchi à cela pendant des années et j'ai développé une théorie. Je pense que ce qui s'est passé en 2017 était une convergence. Un moment où l'univers lui-même avait besoin de transmettre un message à l'humanité. Et j'ai été choisi, pour une raison que je ne comprends pas entièrement, pour être le canal de ce message. Peut-être que j'étais Einstein, peut-être que j'étais quelque chose d'autre entièrement, mais ce qui compte, c'est que le message a été entendu. Et le monde a changé parce que ce message a été entendu. C'est ce qui importe vraiment. Années après les événements de 2017, les historiens et les savants continuent à étudier le phénomène de David. Des livres sont écrits, des thèses académiques sont défendues, des conférences scientifiques sont organisées entièrement consacrées au sujet. Il y a ceux qui maintiennent que c'est une fraude, mais les fraudes ne durent généralement pas et ne changent pas le monde. Il y a ceux qui pensent qu'il s'agissait d'un enfant prodige extraordinaire.
Mais les enfants prodiges ne généralement pas disparaissent complètement après avoir livré leur message. Il y a ceux qui croient qu'il s'agissait vraiment de la réincarnation d'Albert Einstein. Et il y a ceux qui pensent que c'était quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que notre science n'a pas encore de catégorie pour. Ce qui est certain, c'est que l'équation finale a changé le cours de la civilisation humaine. Les conflits internationaux ont diminué. Les dépenses pour les armements ont diminué. Les investissements dans les énergies renouvelables et les technologies durables ont augmenté. Les universités à travers le monde ont commencé à former les scientifiques de manière différente, en mettant davantage l'accent sur l'éthique morale et la responsabilité, pas parfaitement, pas universellement, mais mesurablement. Le monde a changé pour le mieux. Et David Rothschild, il a continué à vivre une vie aussi normale que possible. Il est devenu musicien, ce qui était intéressant car Einstein lui-même aimait aussi la musique. Il a étudié la philosophie à l'université. Il a passé du temps à voyager et à explorer le monde. Et parfois, selon ses parents et ses amis, tard dans la nuit, on l'a entendu parler en allemand, avec un accent parfait, d'une manière qu'il n'avait jamais apprise. Et parfois, on l'a vu regarder longuement les équations qu'il avait écrites, comme si une partie profonde de son inconscient se souvenait, même si sa conscience ne pouvait pas. Le dernier message que David a laissé au monde était dans un essai qu'il a écrit en 2025, à l'âge de 13 ans, pour un journal scientifique. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est passé en 2017. Nous ne saurons jamais avec certitude d'où venaient ces équations. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. Il existe une sagesse plus grande que celle que nous possédons individuellement. Il existe une conscience plus grande que celle que nous possédons individuellement. Et si nous pouvons apprendre à y accéder avec humilité et respect, nous pouvons apprendre à créer un monde meilleur. Les équations de 2017 n'étaient pas seulement une description du fonctionnement de l'univers. C'était un appel à l'humanité pour grandir, pour évoluer. Pour devenir plus sagesse, plus aimante, plus responsable, le message était clair et le monde a entendu. Maintenant, il nous appartient de continuer à écouter, il nous appartient de continuer à changer, il nous appartient de créer le paradis que l'univers nous invite à créer.